Bonjour et bienvenue sur le podcast Indian Spirit. Aujourd'hui, on est avec Charlie Lecache, rédacteur en chef de Freeway Magazine et historien de la moto américaine en France, qui est notre invité pour cet épisode sur l'histoire d'Indian Motorcycle. Bonjour Charlie. Bonjour Haley. Alors, on va commencer au début. Tu as grandi en Allemagne dans une famille française. Donc, d'où vient cette passion pour la moto américaine? Mon père travaillait pour une station de radio américaine. Il m'a apporté un jour un vélo américain Schwinn des années 60 qui était rouge candy. J'avais eu auparavant déjà un autre vélo qui avait une petite plaque sur le cadre à l'avant avec marqué India, pas Indian, mais India. Mais il y avait une tête de chef indien et j'ai d'ailleurs toujours cette petite plaque dans mon portefeuille. Et donc ensuite le vélo Schwinn et tout naturellement quand je suis arrivé en France à l'âge de rouler en deux roues motorisées, j'avais envie de retrouver un petit peu cette ligne des vélos américains dans la moto. Donc, j'ai eu effectivement des motos américaines des années 40 et puis très rapidement, je suis venu aux Indian aussi. Donc, une première Indian Chief de 1948. Ensuite, j'ai eu une Indian Scout de 1926 et puis d'autres motos par la suite, quoi. Parce que tu es surtout passionné des motos avant 1950 ? Oui, j'en ai eu des plus modernes, j'en ai eu des années 70, mais c'était déjà trop moderne pour moi. Et puis, en même temps, pas assez moderne, trop moderne pour me faire vraiment plaisir et pas assez moderne pour pas m'emmerder au niveau mécanique, quoi. Donc, tant qu'à faire, quitte à avoir une moto ancienne, je préfère en avoir une des années 30 ou 40, oui, effectivement. Et Indian Motorcycle, qu'est-ce que cette marque représentait pour toi à l'époque ? C'était l'alternative à l'autre grande marque américaine, mais de manière beaucoup plus confidentielle. Je veux dire, tout le monde dans mon entourage avait envie de rouler en Harley. Bon, évidemment, moi aussi, je suis passé par là, mais le côté Indian, c'était le côté un peu outsider. C'était ce qui me plaisait. C'était une marque qui n'existait plus. En même temps, j'étais très contente quand elle a été ressuscitée. Mais pour moi, c'était le fait de rouler américain, ce qui est déjà preuve qu'on ne rentre pas dans le moule, surtout quand on est en France ou en Europe. Mais là, je roulais américain en étant encore plus différent des autres. Alors, pour toi, quel est l'ADN d'Indian Motorcycle et comment elle se différencie ou se démarque d'autres marques américaines ? On peut parler de carrosserie quasiment automobile, quoi. Enfin, en ce qui concerne en tout cas les Chiefs à partir de 1940, qui sont vraiment les Indians les plus connus. D'ailleurs, quand le groupe Polaris a relancé la marque Indian, les premiers modèles qu'ils ont lancés sur le marché, c'était justement ces Chiefs qui étaient dérivés du design des années 40, donc avec les grands garde-boue enveloppants, qu'on voyait nulle part. Kawasaki avait essayé de faire ça pendant les années 90. C'était un flop. On retrouvait pas du tout un ADN Indian dans une Kawasaki. C'était totalement raté. Alors que les nouvelles Indian, quand elles sont arrivées sur le marché avec ces garde-boue, je me suis dit, tiens, si Indian n'avait jamais fait faillite en 1953 et si la marque avait continué jusqu'à aujourd'hui, sans jamais cesser sa production, les motos ressembleraient quand même à ça, quoi. Donc, voilà, pour moi, c'est une histoire de ligne de carrosserie. Ensuite, il y a bien sûr tout l'aspect mécanique. Ils ont relancé un V-twin, comme c'était le cas chez Indian presque depuis le début. Le premier datait de 1907. Mais bon, ça, c'est autre chose, parce qu'ils ont lancé un moteur avec une architecture V-twin, mais totalement moderne, 100% moderne, quoi, oui. Donc, on parle de deux ères de Indian Motorcycle, 1901 à 1953. C'est ça, 53, oui. C'est la première ère. Quoi ressemblent les toutes premières motos Indian Motorcycles ? Les toutes premières motos Indian, c'était clairement des vélos renforcés, on va dire, avec un moteur monocylindre qui était une copie directe du moteur français de Dion-Bouton. D'ailleurs, le tout premier prototype qui a été construit par Oscar Hedstrom,
qui était donc d'origine suédoise et qui était l'associé de George Handy à partir de 1901. Il a construit d'abord des Steyr, on dit ça en français, on appelle ça des Steyr, des pace motorcycles, avec lesquels on entraînait des cyclistes sur des vélodromes. Et sa première moto, c'était un tandem avec un moteur français de Dion Bouton. Et George Handy a vu ça. Il a dit, bon sang, mais c'est fantastique. Tous les Steyr n'étaient pas fiables, à part celui de Oscar Hedstrom, parce qu'il a réussi à améliorer le moteur de Dion Bouton. Donc, lui, son Steyr ne calait pas en pleine course, contrairement aux autres. Et il lui a dit, écoutez, construisez-moi une moto comme ça. Et c'est comme ça qu'ils se sont associés et qu'ils ont lancé leur marque. Mais les premières Indian ressemblaient vraiment à un vélo avec le moteur sous la selle, donc pas en position normale, on va dire, pour une moto. Et le réservoir ne se trouvait pas devant la selle, mais derrière la selle. On appelait ça le camelback tank. Donc il était sur le garde-boue arrière, le réservoir en forme de croissant de lune, en quelque sorte. Tu as parlé de la durabilité, la fiabilité de ces motos. C'est également pour ça, il y en a beaucoup qui ont été envoyés sur le front, la Première Guerre mondiale, donc 13 ans plus tard. Oui. Donc on retrouve à cette époque-là beaucoup plus d'Indian que d'autres marques. Pourquoi à cause de la fiabilité, justement, parce qu'il y avait au début du XXe siècle énormément de marques américaines. Il y avait plus de 200 marques américaines et beaucoup de petites marques artisanales reprenaient le concept du moteur français de Dion Bouton. Certains, comme Indian, l'ont amélioré et ont fiabilisé ce moteur. D'autres, au contraire, en ont fait des très mauvaises copies. Indian a eu l'intelligence d'insister sur l'ingénierie et de fiabiliser le moteur et donc de lancer à partir de 1907 des V-twin, de lancer des moteurs un petit peu plus gros, plus puissants, toujours plus fiables. Et c'est ce qui a permis à Indian de remporter la grosse part du marché pendant la Première Guerre mondiale. Donc les États-Unis sont entrés en guerre en avril 1917. Et donc, Indian avait déjà lancé son modèle Power Plus qui a équipé les forces armées américaines. Il y a eu 64% de motos américaines qui étaient des Indian pendant la Première Guerre mondiale et qui sont arrivées en Europe. Et c'est ce qui a permis aussi de faire connaître Indian, notamment en France, où il y avait pas mal de spécialistes Indian qui se sont ensuite implantés à Paris et en région parisienne. Il y avait une vingtaine de garages et d'agences Indian qui n'étaient pas vraiment officiellement des concessionnaires, mais qui arrivaient à recevoir au compte-gouttes des motos neuves et qui surtout recyclaient les motos que les Américains avaient laissées ici après la Première Guerre. Oh, j'ai pas pensé à ça, mais oui, effectivement, donc c'était un peu l'introduction d'Indian sur le marché européen pendant la Première Guerre mondiale. Post-Première Guerre mondiale, ça s'est passé comment chez Indian? Alors, ça s'est pas très très bien passé parce que Indian a tellement misé sur ses marchés militaires pendant la Première Guerre mondiale que la marque a un petit peu délaissé son réseau de concessionnaires. Donc, il y a beaucoup de concessionnaires qui n'avaient plus de motos neuves à vendre, qui ont dû fermer. Donc, Indian a perdu une partie de son réseau de distribution à la faveur de sa marque concurrente de Milwaukee. Et il y a eu ensuite la crise de 1929 avec la dépression économique du début des années 30. Donc là, ça a été assez catastrophique. Quasiment toutes les marques américaines ont disparu, à part 3. Il restait Excelsior, Indian et Harley-Davidson. Excelsior a même décidé d'arrêter en 1931. Donc après, il restait plus que les deux frères ennemis qui se sont toujours suivis, qui ont toujours eu des carrières un petit peu similaires et qui se disputaient d'ailleurs sur les circuits et ensuite dans les showrooms des concessionnaires. Donc c'était un petit peu une course aux ventes et une course au podium sur les circuits. Mais bon, Indian c'est quand même relevé, on va dire, à partir du milieu des années 30, quoi, voilà. Et les Indians ont également été présents pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pas autant que pendant la Première Guerre mondiale. Il y en a eu très peu. Ils faisaient des modèles de 500 cm3. Il y a eu quelques modèles 600 ou 750, beaucoup plus rares. Donc là, cette fois-ci, Indian n'a pas fait la même erreur que pendant la Première Guerre mondiale. Ils ont
déjà, ils n'ont pas remporté le gros contrat avec les forces armées américaines. Et puis ensuite, ils ont déjà envisagé le marché civil de l'après-guerre en redessinant entièrement leur gamme de motos et en lançant justement en 1940 ces fameux garde-boue enveloppants qu'on retrouve à partir de 1946 sur les 1200 Chief. Quel était l'âge d'or de Indian Motorcycle pour vous? Pour moi, c'est clairement les années 1937. En 1937, il y a eu la première édition des 200 miles de Daytona qui a été gagnée par Ed Kretz sur une Indian. Et à partir de là, il y a eu une série absolument formidable de victoires indiennes. Oui, on peut dire que certaines des plus grandes courses ont été remportées par Indian à la fin des années 30. Quoi. Des courses, des records de vitesse aussi, c'était vraiment... et puis même au niveau du design, elles étaient absolument magnifiques. Hein. Les puristes, parmi les collectionneurs, on va dire que les puristes de l'Indian préfèrent vraiment les Indian de la fin des années 30, avant justement que Indian lance ses gros garde-boue. Moi, j'adore les gros garde-boue, mais il y a quand même une certaine catégorie de puristes de l'Indian qui vont dire « Non, moi j'aime les Indian jusqu'en 1939, tant qu'elles avaient encore des roues de 18 pouces, donc pas avec des gros pneus énormes, tant qu'elles avaient encore des roues relativement fines et des garde-boue moins enveloppants. » Et justement, la marque a fait preuve d'une résilience extraordinaire pendant presque 50 ans. Alors, pourquoi les chaînes de production de la société se sont mises à l'arrêt en 1953? Une succession de mauvaises décisions. Et puis Indian, au début, était donc géré par les deux associés Handy et Hedstrom. Mais Handy et Hedstrom, pour rentrer des capitaux frais, pour rentrer de l'argent, ont vendu des parts de leur affaire au point d'être minoritaires dans leur propre entreprise et au point d'arrêter. George Handy a pris sa retraite en 1915 et il a laissé les rênes à Frank Weschler, qui était donc le premier PDG de la marque après le fondateur Handy. Et à partir de ça, il y a eu toutes sortes de PDG, de grands patrons qui se sont succédés chez Indian et chacun avait une idée très précise de ce que lui voulait faire et il poursuivait pas forcément les plans de son prédécesseur. Donc c'est un petit peu comme chez les hommes politiques. Hein. Il y a certains ministres qui mettent en place des programmes, des projets qui sont très prometteurs. Ensuite, il y a un changement de gouvernement ou un changement de ministre. Et puis alors, le nouveau qui est installé fait table rase du passé et puis il veut imposer ses idées. Et c'était un petit peu la même chose chez Indian. Donc, il y a eu des PDG comme ça, par exemple, à la fin des années 20, 1929, il y a eu les krachs boursiers. Il y avait un nouveau patron qui a voulu faire des accessoires pour automobiles. Donc, ils ont investi, mais vraiment des fortunes colossales dans la fabrication d'un amortisseur qu'on pouvait monter sur les Ford, les Chevrolet, les Cadillac, toutes ces choses-là. Ils ont pris les meilleurs ingénieurs du département moto pour les mettre sur la fabrication de cet amortisseur, qui a été un fiasco total et qui a fait perdre énormément d'argent à Indian. De la même manière, ils ont fait des moteurs hors bord pour des bateaux, ils ont lancé des prototypes de petites voitures, de réfrigérateurs, de choses comme ça, de systèmes de climatisation pour voitures, climatisation rustique, on va dire, hein, un rafraîchisseur d'air. Voilà, donc c'était une succession de mauvaises décisions et surtout, c'était plus une entreprise familiale avec le père qui donne la succession de sa carrière à son fils ou à sa fille et qui pérennise l'entreprise familiale. Donc là c'était ce qui a notamment mené Indian à sa perte en 1953. C'était vraiment une succession de mauvaises décisions. Voilà. Alors, en 2013, Polaris donne un nouveau souffle à la marque. Indian Motorcycle est de retour. Comment est-ce que tu as pris cette nouvelle? Moi, j'étais ravi. J'ai regardé ça d'abord de loin avec curiosité et puis un petit doute, évidemment, parce qu'il y avait eu tellement de tentatives de résurrection d'Indian, mais dès les années 50, hein, il y a eu d'autres motos qui ont été mises sur le marché avec le nom Indian, notamment des motos importées d'Angleterre.
Ensuite, il y a eu d'autres tentatives de résurrection qui étaient des fiascos les uns après les autres. Quand Polaris a repris le nom Indian, je me suis dit, bon, là, quand même, il y a un groupe qui est très solide, qui est très puissant derrière, donc peut-être que cette fois-ci, ça va donner quelque chose de positif. D'autant que ils n'ont pas, ils ont créé leur propre moteur. Ça aussi, c'est très important parce que il y avait eu parmi les tentatives de résurrection précédentes des moteurs qui étaient des clones de ce qui existait déjà avant. Tandis que là, ils ont vraiment créé leur moteur, ils ont créé leur châssis, leur partie cycle, ils ont repris les lignes des années début 50, mais en les remettant au goût du jour. Et là, je me suis dit, bah, c'est plutôt prometteur. Et puis, c'est une très bonne chose parce que finalement, la concurrence est toujours bénéfique, surtout pour le client. C'est jamais une bonne chose quand une seule marque a le monopole de l'industrie de la moto américaine, par exemple. Donc là, il y avait un autre choix et puis un autre challenger, notamment en compétition, en course de flat track. Et on a vu ce que ça a donné. Est-ce que tu penses qu'on avait vraiment besoin de ça, finalement, de retour d'une grosse marque américaine pour s'imposer un peu dans le marché? Oui, bah bien sûr. Bah la preuve est que pendant des années, d'autres industriels ont essayé de relancer la marque Indian. C'est qu'il y avait vraiment une demande pour ça. Ce nom n'a jamais été oublié, quoi. Personne n'a oublié le nom d'Indian pendant 50 ans, ou même 60 ans. Et vraiment, ça a donné une bonne impulsion à toute l'industrie de la moto américaine, je pense. Bah, les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein. Je pense que c'est une réussite. Pourquoi est-ce que ça a marché? Ben parce que Indian ne s'est pas non plus reposé sur ses lauriers. Ils auraient pu se dire, bon, ben on va lancer des motos qui ressemblent à ce qui se faisait pendant les années 50, mais avec une technologie moderne. Et puis on va rester surtout toujours dans ce look. Et non, à un moment, ils ont lancé la Scout avec un moteur à refroidissement liquide, moto complètement révolutionnaire qui, cette fois-ci, ne ressemblait pas du tout à ce que Indian avait pu faire par le passé. Ensuite, la FTR, alors là, c'était encore plus révolutionnaire. Et puis, bon, ben, ensuite, les autres modèles, on les connaît. C'est-à-dire que c'est une marque qui, à la fois, a su rester fidèle aux racines de la première marque Indian, mais qui a su aussi vraiment regarder en avant, pas uniquement regarder dans le rétroviseur en se disant « Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait pomper comme idée de 1940 ou 1950 ?» Non, non, c'était bien pour le début, c'était parfait, ça a permis de lancer la marque, mais ensuite, ils ont résolument regardé vers l'avenir. Indian Motorcycle, c'est plus qu'une marque, c'est un patrimoine. Est-ce qu'on retrouve justement cet ADN dans les motos? Je sais que vous avez parlé du fait qu'ils ont su évoluer en même temps, mais tout en gardant le vrai esprit. Est-ce qu'on retrouve cet état d'esprit dans les motos modernes? Est-ce que toi, tu te vois acheter une Indian moderne? Pourquoi pas? Bon, moi, je suis pas tellement amateur de véhicules modernes, hein, parce que même au niveau de voiture, même au niveau des voitures, ma voiture de tous les jours, c'est une Ford de 1931. Donc voilà, moi, je suis pas forcément le meilleur client pour ça, et encore moins le meilleur exemple. Mais ensuite, oui, j'aurais rien contre le fait de rouler avec une Indian moderne. J'en ai essayé plein parmi les modernes. Maintenant, je pense qu'une bonne chose a été d'embaucher Ola Stenegard comme chef du bureau de design, parce que il a justement la culture de la moto. Il a grandi dans une famille d'amoureux du chopper, des hot rods et des motos anciennes. Donc il a vraiment toute cette culture et il arrive aussi bien à apporter quelque chose du patrimoine Indian originel, tout en faisant avancer la marque à travers le 21e siècle. Voilà, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Je sais que tu es spécialisé également dans la customisation. Je sais que tu es passionné. Tu as écrit un livre sur les choppers. Le choppers, ça fait vraiment partie des motos des années 60 qu'on a customisé. Customiser, c'est vraiment personnaliser ces motos. Le fait que Indian s'est arrêté
la première ère, la première époque, en 1953. Est-ce que ça a raté cette période-là ou est-ce que pendant les années 60, là où ça s'est vraiment démocratisé aux États-Unis? Oui, il y a eu effectivement quelques choppers sur base Indian. Il y en a un qui a été ressorti il n'y a pas longtemps par Roland Sands, qui avait été construit par son père au tout début des années 70, quand la famille Sands a lancé la marque Performance Machine. Et Roland Sands est vraiment partenaire d'Indian. Je sais qu'ils ont fait des collections de pièces ensemble. Donc il y a eu quelques choppers Indian, mais effectivement la marque s'étant arrêtée en 53 a été, je dirais, presque épargnée aussi par le mouvement shopper, parce que le mouvement shopper n'avait pas que du bon, enfin aux yeux des collectionneurs en tout cas, parce que quand on veut aujourd'hui une moto des années 60 qui ne soit pas passée par les mains des chopper freaks qui parfois coupaient les cadres dans tous les sens, c'est pas toujours évident à trouver. Et en plus, les cadres Indian ne se prêtaient pas très très bien à ça. C'était des cadres qui étaient quand même très massifs, avec des grosses fonderies. Les cadres de Chief, à partir de 1940, avaient des amortisseurs intégrés donc dans le cadre, donc un cadre coulissant à l'arrière. C'était moins esthétique qu'un cadre rigide avec un hardtail. Donc oui, les Indian n'étaient pas la base favorite des constructeurs de choppers. Tu es également passionné de moto américaine. Enfin, je veux pas forcément, là aujourd'hui on parle de moto, mais avec des hot rods. Mais quelque part, quand on achète une moto américaine avec autant de heritage, comme on dit, est-ce qu'on achète un petit parti du rêve américain aussi? Oui, enfin le rêve américain, il a pas mal de définitions, le rêve américain. Pour certains, aller au Burger King, c'est déjà le rêve américain. Pour d'autres, mettre une paire de Nike sous son Levi's, c'est le rêve américain. Moi, je le pousse un petit peu plus loin, effectivement, en essayant d'avoir des choses assez uniques, comme mon raceur de Sport Scout de 1937, qui a couru dans certaines courses pendant les années 40, voilà, donc là vraiment, quand je suis face à cette moto, je me dis waouh, quand même, j'aimerais bien qu'elle puisse me raconter toutes ces aventures. Ça serait extraordinaire. Comment tu vois évoluer la moto? Quel est l'avenir de la moto? Est-ce que tu penses que la moto vintage, enfin avec un style vintage, et les nouvelles technologies comme electrification, est-ce que les deux peuvent coexister? Ah oui, tout à fait. Oui. Non, je pense que d'un côté, il y aura bien sûr les technologies qui vont évoluer. Donc oui, ça va certainement partir vers certains modèles électriques, certains modèles à moteur thermique, mais poussés dans de nouvelles technologies. Et puis d'un autre côté, il y aura toujours un petit noyau dur de gens qui vont préserver donc le patrimoine mécanique ancien, donc en ce qui concerne les Indian, celle d'avant 1953 par exemple, mais ça concerne aussi plein d'autres véhicules. Et on a la chance pour ça d'avoir en France la FFVE, donc la Fédération française des véhicules d'époque, qui permet donc d'immatriculer déjà les véhicules anciens et qui se bat justement pour que les véhicules de collection puissent continuer à circuler dans les villes qu'on appelle des ZFE, des zones à faible émission, parce que c'est vrai que le marché des véhicules de collection, donc auto ou moto, est tellement minime, c'est un infime pourcentage. Je connais pas le chiffre, j'ai pas envie de dire de bêtises, hein, mais ça doit être 0,2% ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Donc, ce sont des véhicules effectivement qui sont peut-être un petit peu plus polluants, bien sûr, que les véhicules modernes, mais en même temps, ils sont en telle minorité sur le marché que la FFVE, justement, a réussi à faire en sorte que ces véhicules soient acceptés dans les villes comme Paris, par exemple, où on n'est plus censé rouler donc avec des véhicules anciens. Et donc, je pense qu'effectivement, ça va continuer, même si un jour, le prix de l'essence est à 5 € le litre. Les amoureux comme moi vont se priver sur pas mal d'autres choses. Donc, ils vont arrêter de sortir. Ils vont peut-être faire moins de restaurants, moins de sorties. Mais ils vont continuer à mettre de l'essence dans leur vieille moto, ça c'est sûr. Merci Charlie d'être venu nous partager ta passion pour la moto. My pleasure. Et merci à tous les auditeurs de nous avoir suivis dans ce podcast. Et retrouvez-nous bientôt pour plus d'actualités Indian Motorcycle.